Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la nouvelle génération du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte les phénomènes de société avec nos blogueurs et on va parler ce soir de cette nouvelle forme de féminisme dit de la quatrième vague, le slut féminisme qui use de la provoque pour lutter contre les préjugés et les agressions machistes. On ira à la rencontre de Tzipi Hernan, militante féministe qui a organisé la première Slut Walk de Tel Aviv. Elle nous parlera de ces féministes qui jouent donc la carte provoque et nous verrons dans le post les nouvelles revendications du féminisme d'aujourd'hui et on terminera par les liens sélectionnés par nos blogueurs. Alors pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois pour la première fois et avec grand plaisir Stéphanie Castel. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Alors Stéphanie, vous êtes féministe et chercheuse à l'université de Tel Aviv dans les domaines de la prostitution des adolescents, c'est bien ça? Et le regard bleu évidemment de notre ami de Psartek, Jérémy Brabé. Bienvenue pour cette émission sur ce plateau, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Eh bien, on va déjà commencer cette émission en prenant quelques nouvelles venues de partout dans le monde. C'est le retour du 56K. Le roller derby, une activité sportive assez violente, plutôt casse-bibine et carrément inattendue dans un pays comme l'Égypte, où la quasi-totalité des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel et où les adeptes de ce sport sur 4 roues ont commencé à le pratiquer dans la rue en se faisant siffler. Mais elles ont aussi trouvé le courage de se prendre des bleus et de sauter dans le tas quand elles sont confrontées à des hommes qui préféreraient garder les rollers et la rue que pour eux. L'agence de voyage danoise Spice Travel surfe sur le taux de natalité en Berne, dans le royaume, pour booster ses ventes de séjours romantiques vers Paris, Rome ou Venise. 10% des bébés danois se conçoivent en vacances, alors elle a lancé la campagne Do It for Denmark, faites-le pour le Danemark. L'opération commerciale promet même 3 ans de courses gratuites pour le bébé si les parents le conçoivent pendant leurs vacances et réussissent à le prouver bien sûr. Le chercheur israélien Guy Hoffman a réussi à donner un semblant d'âme aux robots. Sa méthode, leur faire apprendre les réactions humaines à la manière des acteurs. Le robot enregistre et répète jusqu'à être autonome de ses réactions. À première vue effrayante, cette avancée peut permettre à terme d'améliorer les relations entre robots infirmiers et patients. Pour l'instant, l'un des 2 robots d'Hoffman joue dans une pièce de théâtre. Stéphanie, votre choix parmi ces 3 infos? La deuxième. Le Danemark, donc. Deuxième, voilà, le Danemark. Je propose qu'on lance une guerre dans le Danemark, comme ça, on a un baby boom tout de suite après. D'accord, très bien, Jérémy. Moi, je vais m'en tenir au robot, effectivement. Je pense que c'est intéressant parce que ça parle en fait de ce qu'on attend des robots et le fait de pouvoir interagir, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est pas inquiétant pour vous? Je trouve ça assez inquiétant parce que fondamentalement, ça remplace la communication interhumaine et donc le robot à terme est-il là pour remplacer l'humain? C'est une question qui se pose. Très bien. Alors en 2011, un officier de police canadien affirmait en substance que si les femmes se font violer, elles en portent la responsabilité avec leur manière de s'habiller. Cette sortie plus déplacée que jamais a déclenché la première Slut Walk dans laquelle des femmes sont descendues dans la rue peu vêtues pour crier leurs droits et dénoncer la culture du viol. Tzipi Hernan est celle qui a organisé il y a quelques mois la 3e Slut Walk de Tel Aviv. Elle nous parle du nouveau féminisme. C'est le portrait de la semaine. Il est signé Yael Gatton. Canada, avril 2011. Lors d'un exposé à des jeunes lycéens sur la sécurité personnelle, l'agent Michael Sanguinetti lance que pour diminuer les chances de subir un viol, les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes. Quelques jours plus tard, dans les rues de Toronto, est lancée la première Slut Walk, littéralement la marche des salopes. Le message est clair et la méthode est radicale. Vêtues légèrement, les manifestantes affirment leur droit à s'habiller comme elles le veulent et dénoncent le machisme ambiant. Paris, New York, Sydney, le Slut Walk fait le tour du monde. Et à Tel Aviv, c'est Tzipi Hernan, une militante féministe de longue date qui a organisé la marche des salopes. Ça, c'est une affiche de la dernière Slut Walk. Il y a écrit « Peu importe ce qu'on porte, ce qu'on boit ou comment on se comporte, ce n'est toujours pas une invitation ». Avec une 3e édition, la Slut Walk israélienne a pris de l'ampleur en réunissant 1000 personnes. Ce qui est incroyable pour une manifestation contre les violences sexuelles en Israël. Normalement, pour ce genre d'événement, on s'estime heureux quand on arrive à avoir 100 participants. C'est déjà énorme. Après le féminisme des années 70 et 90, le Slut Walk incarne la 4e vague avec des femmes qui revendiquent leur côté sexy et conquérante.
Pour Tsipi, ce nouveau féminisme se joue surtout en ligne. Il y a énormément d'activisme en ligne, 2 blogs, 6 pages Facebook, des groupes féministes, des protestations, des manifestations, des pétitions. J'ai prévu d'étendre ce que je fais en ligne. J'ai l'impression que c'est extrêmement important. Je touche des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, si ce n'est plus. Une fois, un de mes posts a été lu par plus d'1 million de personnes. Même juste avec l'activisme israélien où on ne s'adresse qu'aux lecteurs hébreux, on a quand même des affiches ou des articles qu'on a faits qui ont touché des tonnes de milliers de personnes. Pour Tsipi, en Israël plus qu'ailleurs, le machisme reste présent dans la société. J'ai fait face à énormément d'insultes, surtout en Israël. Je sais que les gens se moquent de moi. À ma connaissance, il y a même un groupe Facebook contre moi. Il y a des caricatures qui circulent, me dessinant avec un uniforme nazi et des croix gammées. Ce n'était pas drôle, mais j'ai décidé de m'en moquer. Je les ai même mises en photo de profil. On voit que les réactions donc à ces slutwalks ne sont pas forcément positives. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que les méthodes choc sont efficaces pour faire passer un message qui pourtant qui a toute légitimité? Je pense que oui. J'appelle ça pas des méthodes choc, mais des méthodes légitimes pour justement transmettre une voix, pour sensibiliser le sujet auprès des gens. Et la preuve, on est là et on en parle. Est-ce que ça ne déconnecte pas un petit peu le passant qui voit ce genre de manifestation? C'est ça la question. Encore une fois, je trouve que le message est légitime. On voit bien ce qu'a dit l'officier de police qui est scandaleux. Est-ce que maintenant... alors la réaction, peut-être que effectivement la protestation, le moment même était légitime. Maintenant, est-ce que le fait de l'organiser régulièrement fait avancer le débat? Je suis pas convaincu. Est-ce que c'est la meilleure forme de sensibilisation? Je pense pas. Est-ce que c'est constructif? Je pense pas. Alors, oui. Je me demande pourquoi on appelle ça choc. La Gay Pride, on appelait ça il y a 15 ans choquant. On appelle ça toujours choquant quand ça a lieu à Jérusalem. Mais aujourd'hui, on voit ça comme une norme. Mais est-ce que la cible, ce sont les médias ou les politiques, ceux qui peuvent vraiment voter des lois? La Gay Pride, juste, c'est quand même quelque chose qui est censé être festif et tout. Le slut walk, j'ai pas l'impression qu'on se marre entre copines, quoi. Ça m'a pas l'air d'être le sujet. J'ai pas l'impression que c'est une célébration de la femme et de la liberté, le slut walk. C'est quelque chose de profondément qui m'a l'air, à mon sens, assez agressif. Donc, Elles sont en colère et elles vocalisent ça, bien sûr. Concrètement, vous qui voyez le mouvement féministe avancer depuis donc, ces dernières années, ces 3-4 dernières années, depuis 2011, est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? Oui. Et dans on quel en sens? parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moins d'agressions? Est-ce qu'il y a moins de viols? Non. Mais déjà, le fait qu'on en parle, le fait qu'on dise qu'il y a cette culture de viol qui existe, c'est un thème nouveau que vous avez amené dans le débat. C'est le slut walk vraiment qui a amené ça. Par exemple, j'ai vu qu'à New York, il y avait une loi qui était passée sur le fait qu'à Central Park, dans la mesure où les hommes ont le droit de se balader torse nu, les femmes devraient. Et je trouve que cette initiative, une initiative légale comme ça, est beaucoup plus constructive et porte le débat beaucoup plus qu'une agression. Alors, on va parler maintenant de ces icônes qu'on a vues dans le reportage. Alors, plusieurs articles de presse très sérieux disent que l'artiste qu'on va voir maintenant est la nouvelle icône féministe. Beyoncé, sa chanson s'appelle Who Around the World, les filles qui dirigent le monde, les femmes. Est-ce que finalement elle est aujourd'hui une icône féministe et elle correspond finalement au cliché macho? Voilà, elle est habillée très légèrement, elle danse, elle est pulpeuse. Qu'est-ce qui fait la différence? En fait, il y a plusieurs courants dans le féminisme et il y a un courant qui dit, notamment le Femen, je me réapproprie mon corps, j'en fais ce que je veux, il m'appartient et donc si je veux aller torse nu dans la rue, je vais marcher torse nu dans la rue. Si je veux m'habiller comme s'habille Beyoncé, elle pourra le faire.
Ce n'est pas parce que le patriarcat a dit qu'une femme doit s'habiller d'une certaine manière qu'il faut le faire, mais parce que je veux. Est-ce que c'est pas sa réussite sociale qui fait la différence ? Peut-être, j'imagine qu'il y a un fond de business dans ça, mais en même temps, elle transmet un message qui est très important. Oui, elle plaît aux hommes, c'est-à-dire que finalement ce sont les codes que les hommes ont dictés, le fameux patriarcat. C'est pas mauvais de plaire aux hommes. Okay, le féminisme ne va pas contre les hommes, le féminisme va contre le patriarcat, contre les valeurs du patriarcat. Elle va pas à l'encontre de tout ça. Elle s'habille, elle dit je m'approprie mon corps, je m'habille comme je veux, que ça plaise aux hommes, tant mieux. Elle a un message, elle a aussi un message qui est pas un message spécialement de soumission à l'homme. Donc en fait le sentiment que j'en ai, c'est que là on voit qu'elle se soumet pas à ce que tu appelles le patriarcat, c'est que elle choisit, quand elle choisit de s'habiller de manière légère, elle le fait, et quand elle choisit de porter un message qui est effectivement à l'encontre du machisme, elle le fait. C'est peut-être en ça qu'elle est... C'est du marketing là-dedans, elle est peut-être obligée de s'habiller de manière légère pour vendre. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est assez talentueuse pour... la plupart des gens entendent ses chansons à la radio. Elle peut se mettre nue ou elle peut se mettre en burqa. C'est la même chose pour quelqu'un qui écoute à la radio. Bon, très bien. Alors on l'a vu, le mode de revendication a changé, on l'a dit, et a viré vers la provoque. Alors quelles sont maintenant les revendications qui se cachent derrière ces nouveaux mouvements comme le slut-féminisme ou encore les Femmes? On en parle dans le post de Marie Semelin. Dans la caricature, une femme qui défend une femme est une femme plutôt bonhomme qui a une grosse voix, ne s'épile pas sous les bras et utilise régulièrement le mot à plus de 3 syllabes, patriarchie. Mais ça, c'était avant les Femmes. Depuis, le monde a découvert que certaines montraient leur sein pour la même cause, pas pour le plaisir de toutes les femmes qui pensent que les Femmes, ça sert à rien. Au même moment, en Angleterre, des femmes qui défendent les femmes veulent supprimer la page 3 du journal Le Sun, qui justement, à leur goût, montre un peu trop leur sein et normalise la femme objet. Petit joueur à côté de l'émission de télé danoise Blashman, qui, ouf, s'est arrêté cette année. Le principe très simple, une femme enlève son peignoir et se retrouve toute nue devant 2 hommes qui commentent son corps, no comment. Alors que veulent les femmes? Pouvoir s'habiller en pantalon comme un garçon ou en jupe comme une fille, ou que fille ou garçon puissent mettre des jupes et des pantalons, et c'est désormais sur la question du genre que les idées s'affolent. Après les écoles où on ne dit plus il ou elle en Suède pour ne pas influencer les enfants, ce mois-ci un lycée allemand a invité les garçons à venir en jupe et les filles à venir en moustache. Facebook introduit aux États-Unis et en Grande-Bretagne 70 nouveaux critères de genre, et au Canada, les municipalités soutiennent les élèves transgenres avec entre autres des toilettes neutres. Bref, le rose c'est pas que pour les filles, le bleu pas que pour les garçons, les filles peuvent jouer au camion et les garçons se filmer en larmes sur internet pour récupérer leur amour perdu. Si certains y perdent leur repère, d'autres y gagnent la liberté. En quoi, Stéphanie, les revendications sont différentes que par exemple dans les années 70 ? Le temps a changé. Les revendications des années 70 comme l'utilisation de la pilule. Alors justement, on va regarder un petit extrait qui date de cette époque. On va rebondir dessus juste après. Ni juge, ni médecin, ni mari, personne ne décidera pour nous. Nous voulons la liberté complète de la... Donc là, le combat, c'était l'avortement. Aujourd'hui, quel est le combat? C'est le machisme ordinaire, quotidien, celui qui ne se voit pas? Quotidien, celui qui ne se voit pas, celui qui se voit, la culture du viol, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en marchant dans la rue, le fait qu'un homme puisse se permettre de me dire ce qu'il pense de moi, ce qu'il pense de mon physique. Ça commence par là, c'est un terrain glissant qui amène plus tard aussi à des viols et aussi, bien sûr, à l'oppression de la femme. Est-ce que pour vous, c'est une oppression, Jérémy ? De ce genre de compliment, parce que ce que dit Stéphanie, c'est que ça démarre avec des petites remarques, et c'est ça, la culture du viol que vous dénoncez. Il se permet de dire ça, et plus tard, il se permettra de faire autre chose, peut-être. J'ai pas eu à subir ça, donc voilà, mais je pense que ça dépend de la manière dont c'est tourné, et puis ça dépend aussi si c'est imposé à la personne ou pas. Je pense qu'il faut pas réduire la communication entre les gens. En même temps, je pense pas qu'il soit sain que non, mais ce que je veux dire pas. Il ne s'agit pas de réduire la communication, il s'agit de changer le mode de communication. Non, mais c'est pas dans un politiquement correct. Pas politiquement correct, mais dans la mesure où moi, je traîne pas dans l'Orient en te dire t'es beau gosse. J'aimerais pas qu'on le fasse la même chose quand je marche dans la rue. Il y a une question d'opportunité. On n'aura plus le droit de vous dire que vous êtes une jolie fille. On aura le droit de le faire.
pas un étranger éventuellement, pas commenter que sur mon physique. Il faudra parce que une autorisation légale, comment Si ça vous va se voulez. passer? Non, c'est vrai que c'est non, compliqué, mais là, c'est une on- vraie Non, mais question. il y a une Là, on question ridiculise d'opportunité. aussi. La question, c'est est-ce que la personne qui le fait a une volonté de s'imposer ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui est inopportun et qui est maladroit? Si c'est quelqu'un qui veut imposer à l'autre son commentaire, effectivement, ça, je pense que c'est très très malvenu. Maintenant, si c'est juste je dirais, de la maladresse, bon, c'est pas la même chose. Je pense Très qu'il bien. faut Bon. pas aller trop Je loin. crois que le débat va continuer, mais en antenne, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus et merci à tous. C'est la fin de la saison 1 de Social Blog. L'occasion pour moi de remercier toutes les équipes d'i24 News, journalistes, producteurs, caméramans, monteurs, graphistes, direction des magazines et bien évidemment les blogueurs qui sont venus nous éclairer tout au long de l'année. On se retrouve la semaine prochaine pour des best-of d'été et évidemment en septembre.